Bon alors aujourd'hui les gars, avec Edouard, on part en tournage là, on part à l'extérieur, donc c'est-à-dire on va faire quelques kilomètres, hein, quelques centaines de kilomètres, et on va essayer de faire un épisode passionnant de la solution. On va vraiment parler des travaux publics, du TP, pour nos Suisses, du génie civil, et on va aller à la rencontre de Louis Roisard. Il a créé le magazine TP Aménagement et récemment depuis quelques années, il a créé le Dictour. Ça fait un moment qu'on se connaît, ça fait un moment qu'on se suit sur les réseaux avec Infactus. On n'avait jamais trop échangé, mais moi je trouvais que c'était vraiment passionnant ce qu'il faisait. Et surtout le Dictour, franchement quand il a sorti le Dictour, la première édition, je crois que c'était en 2020 pendant le Covid. De toute façon il va tout nous expliquer, hein. Là je me suis dit franchement c'est incroyable ce qu'il fait, faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. On est rentré en contact dernièrement et puis voilà, let's go, on va faire un épisode, on va chez lui, on va dans leur bureau, on va dans le cœur de la Meule et on va voir comment ça se passe. Let's go for the show. Salut à tous, alors aujourd'hui on fait un épisode un petit peu particulier parce qu'on est à l'extérieur, on n'est pas à la maison et on fait un épisode avec Louis Roisard de TP Aménagement qui organise aussi le salon du Dictour. Donc aujourd'hui on va essayer de discuter avec lui, on va lui poser nos questions, on va voir ce qui se passe vraiment dans le cœur de la Meule. Donc c'est parti, let's go. Hey, salut mon Will. Bienvenue. Entre. Écoute, salut Louis. Salut Will. Comment tu vas ? Heureux de te retrouver. Bah écoute, heureux de te retrouver ici à Écully dans nos modestes locaux, là où la magie opère pour faire tout ce qu'on doit faire dans notre petit métier. Mais en tout cas, on s'y sent bien. Ça respire le TP, tu vois ? Ça sent bien. Transpire le TP. Matin, soir, jour, nuit, il n'y a pas de date, il n'y a pas de limite. On aime ça, on a les pieds dans les bottes et les bottes dans la boue quand il le faut. Et c'est vraiment, c'est un métier passion. Donc tu le connais comme moi. Exactement. Et on a essayé d'en faire un métier aussi radieux et aussi sympathique qu'on pouvait le mettre en lumière. Impeccable. Écoute, moi, si aujourd'hui je suis là, c'est parce que ça fait quand même quelques années qu'on se croise un peu sur les réseaux. On n'avait jamais vraiment échangé ni trop discuté. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que tu faisais quand même des choses qui étaient intéressantes, comme le magazine TP Aménagement et là aujourd'hui le Dictour. Et c'est principalement pour ça qu'on est là. Ouais. Et en fait, du coup, voilà, moi, vraiment, quand je vois tout ça, voilà, moi, j'ai vraiment envie de savoir, voilà, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, comment t'en es venu à là, qu'est-ce qui s'est passé avec TP Aménagement, voilà, on aimerait rentrer un peu dans le cœur du sujet. Écoute, pas de problème. Avec plaisir, parce que de toute façon, comme tout le reste, je dis toujours, si tu n'aimes pas faire ce que tu fais, ne le fais pas et fais autre chose. Donc moi je me suis un peu créé, j'ai eu de la chance tout au long de ma vie professionnelle où j'ai pu faire des évolutions et finalement aujourd'hui m'inventer à partir de mes 40 ans, c'est mes 40 berges, ça m'a mis un vrai virage dans la tête. Je me suis dit j'ai envie de faire autrement et du coup j'ai créé le magazine TP Aménagement. Alors pour la petite histoire, le magazine, il était né avant, parce que j'étais dans un groupe familial de presse, donc je connaissais le métier depuis longtemps d'éditeur. Je savais comment vendre de la pub, j'avais compris comment faire un article, le monter, etc. Et puis je me suis retrouvé, après 13 ans dans le groupe, à me dire, il y avait ce petit magazine qu'on avait créé, mais il manquait quelque chose. Ça sentait pas l'huile et les bottes. Et c'était vraiment un truc qui m'intéressait. Ça, c'était avant tes 40 ans. Exactement, Okay. Voilà, ouais. Et puis un jour, je déjeune avec mon père qui rentrait de voyage et je lui dis, papa, je vais partir. Je vais monter mon propre magazine, donc je te rachète la marque qu'on avait créée ensemble. Et je lui montre un business plan que j'avais prévu à l'époque, donc c'était 2014. Je lui dis voilà, j'allais avoir un nouvel enfant, le 3e, j'avais des crédits ras la gueule, mais je lui dis je crois que c'est le moment. 40 ans, je perds mes cheveux, je prends du bide, faut que je m'assume. Et je suis parti. Donc il m'a dit au moins je t'aurais appris à faire un business model. Et je suis parti comme ça. 1er septembre 2015, je lance le magazine dans ma cave,
enfin qui ressemblait à un espèce de garage cave qui n'était pas vraiment aménagé d'ailleurs pour à l'époque. Mais je me suis dit, il y en a d'autres qui ont réussi. Tu prends, comment il s'appelle, Facebook, par exemple. T'en as plein des comme ça. Ils se sont mis dans leur cave et puis ils ont dit, allez, on commence, puis on verra bien. Aujourd'hui, Apple, c'était la même chose. Donc j'ai dit, allez, je suis pas plus con que les autres. J'essaye. Et puis je me suis mis, alors tu te lèves un peu plus tôt le matin, tu finis un peu plus tard le soir. Mais en même temps, depuis le 1er septembre 2015, j'ai jamais travaillé. J'ai jamais l'impression de me lever pour aller travailler. Je vais faire ce que j'ai à faire parce que je m'éclate, parce que j'aime ça. Et le magazine, il est né comme ça. Et pour aller un tout petit peu plus loin dans la spécificité du magazine, c'était de dire, si demain je me mets à mon compte, en tant qu'entrepreneur dans le TP, qu'est-ce que j'achète et pourquoi ? Si je veux une bagnole, c'est facile. J'ai 5 enfants, eh ben, il me faut une 7 places. Donc tu vas commencer à regarder les voitures à 7 places. Si je suis tout seul avec juste une nana et que j'ai juste envie d'aller sur la côte, je vais chercher un cabriolet à 2 places. J'ai pas besoin de plus. Et ben c'était pareil dans les TP. Et je me suis dit, qu'est-ce qui différencie une machine d'une autre ? Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose d'assez technique. Tu prends la moto, tu peux trouver. Moto crampon, moto verte, machin, tu fais du trial, que sais-je. Et ben ça, je trouvais que ça manquait dans notre métier. Et je me suis rendu compte que il n'y avait pas grand monde finalement qui montait dans les machines et qui était capable d'apprécier en disant bah celle-là est plus rapide que celle-ci, celle-là est plus silencieuse, ouah la cabine elle est plus grande. Et j'en sais quelque chose, tu vois. Avec le temps, je suis devenu un vrai bonhomme et une vraie cabine, quand c'est grand, que c'est facile pour y accéder, bah je me rends compte. Et c'est des trucs, je me dis, ça correspond aussi et à l'opérateur et à l'entrepreneur, puis à l'acheteur, celui qui l'achète et qui en gros lui va l'utiliser et pour lui c'est un vrai moyen pour bosser au quotidien. Donc voilà, je voulais vraiment faire un petit peu ça et je me suis lancé à faire des tests avec des appréciations de machines. J'aime moins, qu'est-ce que j'ai préféré, pourquoi celle-ci, je la trouve personnellement intéressante, ou est-ce que j'achèterais celle-ci et pourquoi pas. Enfin, voilà, c'était un peu l'idée, c'était vraiment de me mettre dans le langage de l'entrepreneur qui a une vraie vision de marché, mais c'est surtout que lui, c'est un objet de travail, quoi. Donc voilà. Ça veut dire qu'il y avait vraiment... le but, c'était d'avoir une expertise vraiment sur les machines et autres à proposer en fait, aux entrepreneurs, surtout, on va dire en priorité, pour savoir ce qu'ils achètent vraiment. On va dire comme un peu les magazines qu'il y a toujours, mais qu'on voyait beaucoup à l'époque, dans les librairies, tout ça, les marchands de journaux, où il y avait, je crois, c'était Automoto, ou des choses comme ça, et on avait un vrai détail, voilà. Mais toi, finalement, t'avais déjà un pied avant dans le TP, avant la presse? Non, pas du tout. Non, je suis pas né dans un godet, comme ils disent. Loin de là. Non, c'est vraiment une expression qu'ils utilisent. T'as des mecs qui sont des petits-fils d'entrepreneurs, quoi. Les gamins, à partir de 5 ans, ils savent déjà conduire une pelleteuse, machin, etc. Et moi, mais pas du tout. Putain, au contraire, c'était... au début, j'ai essayé, je faisais des trous, des bosses, comme tout le monde. Puis après, au bout d'un moment, t'apprends que si tu tires plus doucement ici, ça... Puis tu t'entraînes, voilà, c'est un peu comme, je vais pas te parler d'un marathonien, j'ai pas le physique de ça, mais sur les choses comme ça, en fait, tu apprends la souplesse, tu apprends la douceur, tu apprends à regarder comment une machine elle est construite, sa stabilité. Je te prends la pelleteuse, tu vois, c'est l'exemple que tout le monde connaît. Voilà, après, tu mets sur un bulldozer. Je suis franchement pas bon. Il y a des gens exceptionnels là-dessus. C'est un vrai métier, hein, il faut avoir le temps, il faut avoir de la surface. Je l'ai pas fait, je sais pas le travailler. En revanche, bon voilà, il y a des objets qui sont plus faciles à appréhender et à découvrir, comme la pelle, la chargeuse, etc. Et là, du coup, c'est plus facile de se faire une opinion. Et puis, comme il y en a sur le marché beaucoup plus, t'as beaucoup plus d'opportunités pour les essayer. Ouais, donc, c'est quand même plus facile. Voilà, c'est un peu comme le salon de l'auto tous les jours, mais j'ai la chance, c'est dans mon métier. Carrément. Et du coup, comment ça a été perçu au début quand je veux dire, tu t'es lancé vraiment avec cette expertise au niveau des fabricants, tout ça, parce que tu vois, vu que c'était pas... ils étaient un peu surpris, parce que c'était assez rare qu'un journaliste monte dans la cabine. Déjà. Donc vraiment, j'ai toujours un peu cultivé cette différence. En disant, écoutez, moi sincèrement, si c'est pour me donner une brochure à la fin de l'entretien, ça m'intéresse pas. Je voudrais la voir, je veux l'essayer, je veux comprendre comment elle fonctionne, je veux voir les choix techniques que vous avez fait aussi, parce que un industriel, lui, pense pas forcément comme moi, lui va penser sur un gros marché. Moi, je me dis toujours, tiens, je vais penser à mon pote Richard TP, qui est dans tel endroit, et je sais que lui, il a telle problématique. Donc, quand lui, il cherche, à force de discuter avec les gens, tu connais un peu leurs besoins. Et ce qui m'intéresse, c'est quand je regarde une pelle, est-ce qu'elle va être grande, est-ce qu'elle va être petite, est-ce qu'elle va être très stable, est-ce qu'il va travailler dans quel métier? Et là, je me dis, après, quand je regarde une pelle ou un matériel dans son ensemble, à quelle typologie de client ça va être adapté? Et c'était vraiment ça qui m'intéressait, c'était de pouvoir comprendre l'attente d'un acheteur, qui lui va mettre un gros billet, un investissement sur la table,
pour l'exploiter, et j'ai pas envie de le voler lui, quoi. Tu vois, je veux que quand je donne un avis, que les gens se disent, ah ouais, effectivement, il sait à peu près de quoi il parle, et effectivement, c'est intéressant. Et après, au réseau et aux distributeurs, de faire la suite du travail, une fois que j'ai lancé la balle dans la cour. Et après, c'est toi qui t'occupes de la rédaction Ouais, exactement. Ok. Donc c'est toujours pareil aussi, on essaye de donner le ton. J'ai envie que les gens, quand ils lisent un article, c'est comme quand tu discutes avec un pote. Je veux qu'ils comprennent, je veux que ça ressente, ça transpire encore une fois de notre métier, de ce qu'on fait ensemble. Les mecs, ils ont la même passion. Hein. Enfin, tu connais notre univers, si t'aimes pas ça, t'y restes pas longtemps. Ouais. C'est trop difficile. En revanche, si t'adores ça, tu vas trouver que quand il pleut, c'est pas un temps piri, c'est un temps pourri, mais c'est pas grave, ça marche pareil. Voilà, après, je pense que dans le métier, il y a du bon dans tout. Et là, c'est un métier qui est suffisamment riche et varié pour que tu puisses trouver chaussures à ton pied. Voilà, quand t'aimes ça, quand t'aimes cet univers, mais il faut aimer être dehors, faut pas trop craindre le froid, faut pas avoir peur de mettre les bottes, faut mettre le gilet, le casque, le machin, et bisous, quoi. Et quand t'as sorti le premier magazine, enfin après, je pense après le deuxième, etc., est-ce que t'as vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se passait autour, genre comme si tu sentais vraiment que tu commençais à devenir une référence par rapport à ça, ou par rapport à ton magazine, ou autre? Ou est-ce que, tu vois... Non, la question elle est hyper facile. Je vais te dire, j'ai deux vecteurs, j'ai deux indicateurs qui me font dire si je suis dans les clous. Un, c'est les abonnés. Deux, c'est les annonceurs. Le premier marché, celui que je veux le plus développer, c'est l'abonné, parce que l'abonné, c'est le lecteur. Et c'est pour lui que j'écris le magazine. Et ce que j'explique toujours à l'annonceur, donc celui qui m'achète de la pub, quand il me dit « Ouais, mais est-ce que tu parles de ça ou de ça ?» Je lui dis « Mais en fait, la question, elle n'est pas là. La question, elle est que le magazine, il est fait pour que le mec, il ait envie de le lire tout le temps. Il y aura des tests, il y aura des choses, on va parler de ses copains, on va parler de, je sais pas, de son métier d'une manière générale, il faut qu'il apprenne quelque chose. Et là, de toute façon, j'aurai toujours les gens passionnés. Donc même si je parle de la mini-pelle, de la chargeuse, de la truc, en fait, on s'en fiche. Tu viens parce que tu as en face de toi des gens qui sont intéressés par le contenu. Et c'est ça qui me fait vibrer le matin. En fait, ces gens-là, ok, qu'est-ce que je peux leur apporter? En quoi je vais les faire marrer? Faut que ce soit divertissant aussi. Enfin, je veux dire, je leur donne pas à la rousse. Le but du jeu, c'est voilà, tu t'adaptes aussi aux gens qui te lisent. Ils ont envie de trucs factuels. Voilà, on n'enfile pas des perles, quoi. On va direct droit au but. Et on explique et on monte dans la cabine. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils veulent vivre comme expérience, même s'ils sont pas dedans. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est un public, c'est très réactif. Alors je le vois vite, effectivement, dès qu'on poste des choses sur Internet, et tu connais un peu la chose, t'as les retours de bâton, parce que t'as toujours 3 mecs pas contents, qui sont pas d'accord avec toi, parce que ils sont pas fans de la marque, ou que sais-je. Bon bref, on peut pas plaire à tout le monde, comme disait le fameux Thierry Ardisson. Ouais, forcément. Parce qu'après, souvent, on est un peu clivant. Enfin, parce que je veux dire, quand tu parles d'une machine en particulier, tu donnes ton avis aussi, forcément, dans l'article. Enfin, ton avis... Ouais. Tu partages ton expérience que tu as eue et avec les informations que tu as. C'est le métier de journaliste. Voilà, c'est le métier de journaliste. Voilà. Forcément, tu n'es pas obligé de prendre une grande position, mais on va dire que j'explique mon point de vue. Ton point de vue. Voilà. Ton avis, et voilà. Et finalement, il y a toujours un peu un clivage. Et puis, on connaît comment ça se passe dans les TP, il y a des fans. Exactement. T'as les mecs qui adorent une marque et qui détestent les autres. Voilà. Je te laisse regarder les autocollants qu'ils ont pu inventer là-dessus, que je trouve absolument drôle. Non, mais c'en est drôle, il faut en rigoler. Bon, mais effectivement, faut pas se leurrer. Il y a des vrais clivages, comme tu le dis, c'est bien résumé. Puis t'as des passionnés, et comme tous les passionnés, parfois ils s'enflamment. Bon, après, voilà, ça fait aussi partie du jeu. Faut le prendre dans le truc, mais bon. Et après, t'as ressenti qu'il y avait un vrai impact? Par exemple, sur les réseaux, par rapport à ton magazine ou tu vois, oui, bien sûr. Ouais. Et puis, ça me fait plaisir parce que, typiquement, tu vois, les chantiers qu'on veut décarboner, je trouve ça très bien qu'on protège la planète et qu'on sauve la planète. En revanche, faire le tout électrique demain, personnellement, je n'y crois pas. Je trouve pas ça très cohérent. Je te donnerai des anecdotes après là-dessus, mais je suis pas sûr que l'infrastructure France, Europe, monde soit prête pour ce genre de choses. Des alternatives, il y en a. Tu prends les bagnoles, l'hybride, c'est formidable. Que tu le recharges ou pas, mais tu as un bout thermique, un bout électrique. Putain, on arrive à faire des voitures extraordinaires, sans TVS, etc. Enfin, du moins qui sont globalement vachement moins polluantes. Et c'est très bien, les industriels ont fait ça très bien. Et pousser aujourd'hui le matériel
dans notre secteur sur de l'électrique pure, bah, je trouve que c'est une hérésie économique. On oblige les industriels mais à casquer pour faire des développements, à acheter des batteries, des piles. Quand on sait comment c'est fait une pile et comment ça finit, très franchement, faut pas me faire le bilan carbone du début. Enfin, si on fait le vrai bilan carbone, tu prends du tout début, quand on va l'extraire, jusqu'à la fin, et je pense que les gens auront pas les mêmes œillères. Aujourd'hui, on montre juste le véhicule qui est propre, qui va en ville, et c'est comme ça, on essaye de tout développer à partir de ça. C'est pas normal. Enfin, les choses ne peuvent pas fonctionner comme ça, sincèrement. Comme les éoliennes. Bah oui, on est déjà en train de démonter les premières. Je sais pas si tu es au courant. Et il y a des gros marchés là-dessus qui sont en train de s'ouvrir parce qu'il faut faire une nouvelle génération. Ouais, bien sûr. Combien ça a coûté pour les faire venir, combien ça coûte pour les démonter et combien ça coûte pour les recycler maintenant. Ouais, et ça fait pas 10 ans. Tu dis une usine à gaz, c'est vrai qu'il faudrait revoir. Je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises un peu, peut-être, je vais pas dire à la va-vite, mais peut-être sous pression, sous plein de choses, tu vois. Et que des contrats ont été signés assez vite, et puis c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation-là. Mais après, c'est sûr que pour... ouais, un peu plus vite, mais bon. pour tout ce qui est du matériel, des engins électriques, tout ça, c'est sûr qu'en ville, tu vois, par exemple, c'est pas plus mal. Non, c'est vrai. C'est adapté. Voilà, c'est adapté. Il faut adapter les choses. Le trop est l'ennemi du mieux. Je pense qu'effectivement, pour des petites déconstructions, quand tu dois aller effectivement en sous-sol, en machin, c'est bien que les mecs, ils aient pas le pot d'échappement qui leur se trouve dans la gueule. Voilà. Je trouve ça complètement normal. Mais encore une fois, adaptons les positions. Bien sûr, non, bien sûr, il faut pas être... faut être cohérent. Faut pas être dogmatique. Mais ouais, et en plus, sincèrement, ils font quoi les industriels quand tu sais que le prix d'une mini-pelle, c'est au moins 50% de plus parce qu'elle est électrique? Comment on fait une mini-pelle, un entrepreneur, il va la louer à la journée avec un bonhomme dessus, ce sera le même tarif qu'elle soit en thermique ou en électrique. Pour autant, une mini-pelle, on va dire, allez, une thermique entre 35 et 40 000 euros, bah, quand il l'aura payé 70-75, il gagnera pas plus d'argent. Ouais, carrément. Et on fait comment alors? Ouais, complètement. Ouais. Donc il va y avoir des subventions pour payer ça à la fois, donc ça veut dire que tes impôts, mes impôts... je suis pas sûr que ce soit là, on pousse un système qui est pas normal. Alors en revanche, si sur certaines applications, et c'est tout à fait normal, c'est novateur, c'est innovant, c'est bien, faut le pousser. Il faut laisser ceux qui ont vraiment envie de se mettre dedans. Je les encourage à continuer, mais parce que c'est aussi des choix, soit politiques, soit d'industriels. Cool. Mais laissons un peu les autres respirer, quoi. Et puis faire et les autres, ils travaillent quand même très bien. On cherche quoi d'habitude? Une productivité. Un entrepreneur, il est là pour gagner de l'argent. Il est pas là juste pour sauver la planète. Enfin, il y a un moment où il faut remettre l'église au milieu du village. Le type, il embauche, il y a du monde à l'administratif, il a du monde sur les équipes, il achète des camions pour emmener ses bonhommes sur... Alors peut-être, ouais, c'est ça, le camion électrique, le petit porteur électrique, effectivement, pour emmener ses équipes le matin avec la bétonnière, la toupie, un petit machin, pas de problème. Là, peut-être, c'est concevable. Mais encore une fois, sur des choses adaptées. Des véhicules qui vont faire 50 bornes dans la journée, pas de problème, ça tiendra 2 jours, la batterie, 3 jours, que sais-je. Il faut pas qu'il fasse trop froid, et il faut pas qu'il y ait à monter, etc., etc. Là encore, je peux te trouver plein de détails. Mais sur le principe, là, il y a une utilisation appropriée, il me semble, de cette volonté de faire de l'énergie électrique le nouveau modèle de vertu. Moi, je pense qu'il faut faire step by step, comme disait la chanson. Doucement. Voilà, ouais. Va piano, va sano, va lontano, ouais. Je parle pas italien, mais voilà, ce sera ma phrase en italien pour la journée. Bon, en tout cas, on aime bien ça avec Edouard parce que, lui, il lui a pas de main morte, On prend avec des épées, on y va. Ouais. Mais ok, écoute, merci déjà pour tout ce qu'on a dit sur TP Aménagement. Puis maintenant, on va rentrer, on va vraiment mettre les pieds dans le plat avec le Dictour. Ah ouais, voilà, le Dictour. Ça, ça a été la chance de ma vie. C'est vraiment le truc. Tu peux m'inviter le mercredi soir et je peux en parler toute la soirée. Ah bah, je sais pas si t'as vu le dîner de con, mais je suis vraiment pas mauvais dans le jeu. Oh. J'ai vraiment adoré. C'est sympa que tu m'aies pris le rendez-vous un jeudi et pas un mercredi, parce que je me serais posé des questions. Et bah allez, il faut que tu nous dises. Ouais, qu'est-ce que c'est le Dictour? Le truc fou. Alors vraiment, ça c'était la chance. J'ai la chance donc d'avoir des annonceurs, donc des mecs qui ont la gentillesse d'acheter de la pub dans le magazine, qui font aussi des salons. Et qui donc ça, pour information, ceux qui t'achètent de la pub, la plupart du temps, c'est des fabricants. C'est des industriels, exactement. Ouais, okay. Qu'ils soient français, européens, exotiques, il y a de tout. On va de Mekala, Kasani, Takeyoshi, les japonais. Enfin bref, il y a pas de limite. Ça peut être dans la pelle, dans les accessoires. Tu vas avoir des accessoiristes, gens qui font les tilts rotateurs, notamment dans le nord de l'Europe, avec
3, 4 grandes, 5 grandes marques, et tous ceux qui font tout ce qui se passe autour. Bref, la pelleteuse, alors je me suis souvent approprié le thème de la pelleteuse, parce que dans tous les métiers qui sont dans les travaux publics, alors je parle pas du bâtiment pur, mais dans les travaux publics, tu vas avoir le terrassier, tu vas avoir celui qui construit les routes, la VRD, etc. Tu vas avoir le démolisseur, qu'on appelle aujourd'hui la déconstruction, le recycleur, etc. Ils ont tous de la pelle. Et en fait, je me disais, en me spécialisant un petit peu, en étant le roi de la pelleteuse, en toute modestie bien sûr, l'idée c'est que je savais que je m'adressais à 90% de la population des travaux publics. Alors je m'adresse pas, oui, au mec effectivement qui va construire les éoliennes, on est sur un autre métier, dans le super spécifique. Mais sinon, pour le reste, je corresponds à 80% des gens qui travaillent tous les matins, et il y a toujours une pelle qui traîne dans la cour. Petite, grande, moyenne, spécialisée, adaptée, qu'importe. Donc c'était un peu là-dessus que j'étais allé. Et donc tous ces copains-là, en fait, en 2020, année Covid, étaient en train de préparer un gros salon national qui a lieu tous les 3 ans, qui devait avoir lieu en 2021. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une espèce de peur un peu générale en se disant, si en 2021, on revit l'année 2020, bah en gros, soit il n'y aura aucun visiteur, soit le salon sera tout purement, simplement annulé, soit on ne sait pas trop ce qu'il en deviendra, et si jamais on investit les mêmes budgets pour, j'en sais rien, 500 personnes au lieu de 50 000, bah c'est quand même pas le même ratio. Et du coup, il y a eu des annulations. Et quand j'ai appelé les gens, leur disant, vous allez faire quoi? Ouais, je vais faire un truc en local avec mon réseau, mes distributeurs, on va les aider. D'accord. 1, 2, 3, 4, quelques coups de fil. Puis au bout d'un moment, les mecs, en fait, me disaient tous la même chose. Et j'ai dit, attendez. Là, vous êtes tous en train de m'expliquer que vous allez faire la même chose. Ça va être forcément le même vendredi où il fait un peu beau, donc ce sera sur les périodes un peu sympas, juste avant l'été. Vous allez tous vous emmerder la vie à trouver une guitoune, donc les espèces de petites tentes, un traiteur qui tienne la route, il faudra faire des invitations, ça va vous emmerder. Et globalement, vous allez faire encore un truc avec vos copains, mais vous n'aurez même pas vu un prospect. Je dis, attendez, si on fait le calcul autrement, pour un budget très raisonnable, je vous propose une solution all-inclusive. Tout est prêt, tout le monde a la même chose, on fait comme un village de Gaulois, je vous colle un énorme barbecue au milieu, j'invite tous les visiteurs, et à déjeuner, et à rentrer sur le salon, et avec des solutions où vous amenez vos machines, et vous les laissez essayer les machines. Le but du jeu, c'est que les gens se fassent leur propre opinion, etc., dans un concept un petit peu rigolo, convivial, c'était vraiment le truc. On parle de technique, là aussi, mais il fallait vraiment ce village de Gaulois. Et t'en as un qui a signé, 2, 3, 4, 5, 10, et on a vraiment conçu ça. Je te jure, je regarde vraiment Astérix et Obélix, et quand tu vois la première image, tu sais, où on voit le village des irréductibles Gaulois, avec ces mêmes tentes qui se ressemblent toutes, encerclées par des Romains, avec le hard au milieu et la bouffe et le grand banquet, quoi. C'était vraiment ça que je voulais faire, quoi. Et puis, je sais qu'avec le public et les visitorats, c'est des gens qui savent faire ce genre de savoir-vivre à la française, comment c'est faire, avec une bonne poignée de main, on boit un coup, on regarde les machines, on tourne autour. Et voilà. Et Okay. C'était parti. Donc vraiment, en fait, c'est vraiment le Covid qui a déclenché ça, en fait. Tu y avais pas pensé avant ou Si, ça fait très longtemps. T'avais déjà des idées. Ça fait très longtemps que je pensais à la chose. Et effectivement, le Covid et cette période où il n'y a rien eu, j'ai réussi à me faufiler avec un concept qui était quand même un peu taré, un peu différent. Je remercie d'ailleurs ceux au passage qui ont cru dans mon projet et notamment Vincent Martin, qui a été le premier à me dire, Vincent Martin, donc c'est un entrepreneur qui est à 4e génération, très belle entreprise du groupe Projet Martin, et que j'avais déjà rencontré, et avec qui on parle de mécanique, d'automobile et de choses comme ça. Puis voilà, on avait gardé un bon contact, et un jour je lui parle de mon projet. Il me dit, Loulou, je te donnerai un coup de main, j'ai un site qui pourrait te plaire. Et en fait, ils sont 3 à se partager une magnifique carrière qui est dans la région lyonnaise, donc sur mes terres, puisque nous sommes à Lyon. Et il m'a dit, écoute, on va voir là-bas ce qu'on peut faire. Et du coup, on a eu la chance d'avoir une équipe là-bas qui était phénoménale, où ils nous ont vraiment donné un coup de main, parce qu'ils avaient vraiment envie de le faire. C'était la première date. C'était le 2 et 3 juin 2021, du coup. Et on avait déjà commencé par ça, mais on avait trouvé un site exceptionnel, des gens exceptionnels et qui ont cru dans le projet. Et c'était quand même beaucoup plus facile une fois que tu as ce genre de possibilités techniques, physiques d'emblée.
Et voilà, c'était le début d'une belle collaboration. Et depuis, d'ailleurs, on retourne, tu vois, encore cette année sur ce site, et ce sera la 4e saison. 4e fois. Déjà, ouais. Et le site, il a changé. On l'adapte d'une année sur l'autre parce qu'il y a toujours de plus en plus de monde. Donc même eux, ils adaptent c'est une carrière, donc ils font des découvertes au fur et à mesure. Et on regarde ensemble comment on peut faire pour arranger leur plan de découverte en même temps que le Dictour pour les 6 mois qui suivent. Donc c'est vraiment chouette. Et en tout cas, je les remercie eux. Alors je remercie évidemment tous les autres qui, d'une année sur l'autre, nous ouvrent leurs portes, etc. Mais là, ça avait été vraiment le pied à l'étrier, comme on dit, et c'est quand même... Et finalement, ça a été facile à organiser ou tu as eu des barrières à la rentrée pour le premier? Tu sais, c'est comme, je sais pas, les enfants, le premier, c'est tu te remets en question, puis quand on est au 3e, finalement, t'as des économies d'échelle après. Ouais. Et non, le concept, il était relatif, entre guillemets, c'est pas qu'il est simple, c'est qu'il fonctionne parce que on l'a réfléchi en amont. Donc je travaille avec une équipe et je salue aussi la team. Donc aujourd'hui, on a deux filles superbes qui bossent énormément et qui ont vraiment elles ont le sens de recevoir, etc. Donc Géraldine et Charlène, qui sont vraiment... et puis, tout un staff technique aussi, ça j'en parlerai après parce que c'est pour les moyens, et c'est vraiment des mecs géniaux aussi. Mais du coup, en fait, l'idée c'était de bien concevoir en amont pour avoir le moins de surprises possible. Une fois qu'on arrive sur le site, et ça se passe pas mal. La seule limite de l'exercice sur un salon qui se veut être en extérieur, dans des endroits ouverts, c'est la météo. Ah, forcément, ouais. Ça c'est le vrai problème, ça. Voilà. C'est un problème où c'est une solution, mais il fait toujours trop chaud, trop froid, trop machin, bidule, t'as du vent, t'as pas de vent, Exactement. Bon, quand il pleut, c'est vraiment la galère, mais quand il y a du soleil... Ça, je te confirme, ouais. On l'a vécu. C'est horrible. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ouais. Et pour les fabricants qui viennent ou les entreprises, il y a des critères pour participer au Dictour, ou est-ce que c'est un peu open à tout le monde? Comment ça fonctionne? C'est open à tout le monde. Je vais être tout à fait honnête. Je dis toujours, le Dictour, c'est comme une soirée. Je t'invite à y aller. Si t'as pas envie, n'y va pas. Parce que si tu te forces, et si je te force, si je te dis 10 fois, vas-y, il faut venir, tu vas trouver que la soirée, c'était trop loin. T'as pris la route. La bouffe était pas terrible, les gens étaient chiants. L'alcool, t'auras picolé, le lendemain, t'as mal au crâne, et tu vas garder qu'un mauvais souvenir. Alors je dis, le Dictour, si tu n'as pas envie de le faire en tant qu'exposant, aucun problème. Viens, tu vois, je t'offre un canon, tu fais le tour, tu vas voir tes copains. Si ça t'a plu, tu viendras l'année d'après. Mais parce que tu auras envie de le faire. Sinon, ça ne sert à rien. Le faire contraint, je mets le... Voilà. C'est inutile. Et puis, c'est pas sympa, en plus. Chaque fois, tu vas être déçu, tu vas dire, il n'y a pas ceci, pas cela, les dosettes de café, c'est pas les mêmes que l'année dernière, j'ai pas de sucre. J'ai l'impression que quand tu parles du Dictour, qu'il y a quelque chose quand même de familial, convivial. Je sais pas si j'adore. Ou là, comment je cerne la chose, je sais pas, j'ai l'impression que vraiment, tu vois pas forcément que le truc commercial, mais c'est vraiment... Le commerce, c'est... heureusement, ça marche, et c'est fait pour, parce que c'est une entreprise. Donc oui, ça se développe, c'est fait pour grandir, c'est fait pour grossir, c'est fait pour s'adapter aussi, trouver des nouveaux moyens. Donc on a inventé, on a trouvé des choses nouvelles pour communiquer. Les réseaux sociaux, c'est des choses qu'on a vraiment développées, mais c'est des moyens, c'est des budgets. Et puis ça fonctionne, donc quelque part. Mais il faut laisser le temps au temps aussi. Ça, c'est un peu comme, je sais pas, une bonne fondue savoyarde, parce que tu connais les Savoies. Et ben, en savoisien, tu sais qu'il faut du temps pour la faire. Et après, voilà, c'est délicieux. Il faut mettre des ingrédients, puis il faut y aller progressivement. Et le Dictour, ce qui me plaît, et c'est pour ça que je veux aussi que ça reste à taille humaine. J'aime pouvoir passer devant n'importe quel stand, saluer tous les gens par leur prénom. Et tu vois, le matin, quand je fais les poubelles, à 7h, j'arrive, donc j'ai toujours un gars avec qui je bosse, qui monte dans la chargeuse, et moi, je charge toutes les poubelles de la veille. Et du coup, tu sais, c'est un peu comme une chambre d'enfant le matin, t'ouvres les volets, machin, il y a de la lumière, il fait beau, c'est rangé, c'est tout propre. Et quand tu les vois, tu sais que en fonction du nombre de poubelles, tiens, sinon,
vous avez bien travaillé hier quand même les garçons, c'est beau. Et ça fait hyper plaisir parce que du coup tu te rends compte que c'est une famille en fait, ce truc-là, c'est une communauté. Et c'est une communauté, voilà, il faut que les gens ils aient ce truc-là aussi. Et donc au début, effectivement, ceux qui connaissent pas, ils peuvent être un peu surpris parce que c'est pareil, comme on fait ça d'une semaine sur l'autre, on arrive sur des sites le lundi matin à 7h, on sait pas forcément comment va se passer la semaine, comment va se passer la première journée, comment est-ce qu'on va mettre les stands exactement, parce que on avait un plan de masse au début qui a plus rien à voir, parce que comme c'est des carrières, c'est souvent évolutif. Exactement. Donc le plan que tu avais eu 3 mois avant, mais il a rien à voir. Et là tu fais oh putain, tout le plan il est faux quoi. Et donc, tu sais que le lendemain, à partir de midi, t'as des exposants qui arrivent avec leurs valises, leurs pelleteuses, leurs machins, etc., qui vont dire je me mets où ? Bah écoute, bouge pas, je vais te dire, mais j'en sais rien pour l'instant. Donc, ouais, en fait, voilà, je schématise un peu le trait, mais c'est vrai qu'on est sur un modèle où on se réinvente à chaque fois, sur chaque site. Donc, de temps en temps, effectivement, ça peut être un peu déroutant, mais on essaye aussi de faire en sorte que ce soit une magnifique expérience en tant qu'exposant et en tant que visiteur. Il faut que le mec il vienne et qu'il ait des étoiles dans les yeux quoi. Ouais. Et c'est vraiment tout le truc notre challenge, c'est de faire en sorte que chaque exposant se dise waouh. Et puis s'ils ont un problème, en fait voilà, ils nous appellent. Il manque ceci, il manque cela. Enfin, et normalement ça n'existe pas trop, mais voilà, on veut donc, rester abordable à taille et encore une fois à taille humaine. Et on passe dans les allées toute la journée. T'as n'importe quoi à me dire. T'as plus de rosé, je t'en amène. T'as plus de fût à bière, je t'en trouve un plus vite que la Redoute dans les moins de 15 minutes. Non, mais c'est vraiment ça. Pour conserver l'esprit du truc, voilà, je me mets un peu en 4. Et mais voilà, sans. Donc en tout cas, pour le moment, ça reste encore convivial et familial. Et tu veux que ça le reste ? J'aimerais vraiment que ça le reste, ouais. Et mais il y a un truc aussi que tu nous as pas dit encore, c'est qu'en fait vous faites un tour. C'est pour ça que le tour, c'est dans plusieurs villes. Exactement. Ouais. L'idée justement, c'était de décentraliser, de faire en sorte que ce soit pas un salon national au sens monochromique du terme. Je voulais pas que ce soit voilà, il y a la France, un point et puis c'est tout. Que ce soit que à Lyon. Ouais. Ou même ce serait Paris, puisque il y a un grand salon parisien. Voilà. Et l'idée, justement, c'était d'aller à la rencontre des différentes régions. Alors, attention, toutefois, il y a des limites à l'exercice, parce que si tu prends... en fait, quand je cherche des sites, je vais sur Google comme tout le monde, et je fais France démographie. Et je prends les points rouges. Donc là où il y a des grands pôles de vie. Qui dit pôle de vie, dit entreprise, dit population, dit travaux. Donc je sais que là, j'ai à avoir un bastion ou d'exposants, ou de visiteurs potentiels. Et j'en veux pour preuve ce genre de bouquin que je fais tous les ans, avec les 4500 premières boîtes de TP et de maçonnerie en France, t'en as plus en Rhône-Alpes et en Île-de-France que dans la Creuse. Je t'apprends rien. Ouais. Et c'est pareil en fait pour le Dictour après. On essaye alors de trouver des régions où on va pouvoir drainer. Donc l'enjeu actuellement sur le Dictour, c'est de trouver des sites adaptés, proches des grands axes, proches des grandes villes, dans des zones, alors hors période scolaire, pas trop tard dans l'été. Enfin bref, c'est un peu le casse-tête chinois aujourd'hui. Il y a déjà d'autres rendez-vous que certains font en région. Donc on essaye aussi de se différencier, de trouver des créneaux le plus loin possible. Mais l'idée aussi, c'est que les gens qui aiment l'esprit Dictour, qui veulent venir, tu vois, gratuitement et venir manger un coup, parce que ça, c'est Bibi qui paye et ça me fait vraiment plaisir. Et je veux que les mecs puissent venir quand ils sont en Alsace, quand ils sont en Bretagne, etc. Mais qu'ils aient pas à faire 8 heures de route. D'accord. Ni prendre 3 trains, 2 avions. Pour moi, c'est mon côté écolo, décarbonation. Mais... Venez, c'est près de chez vous. Mais ils t'ont pas fait de retour comme ça, les fabricants, des fois ? Ils t'ont pas dit, je sais pas moi, ou des entreprises qui sont dans le sud, et puis forcément, aller à Paris au Grand Salon, des fois ça peut être c'est ce qui... Non, ouais, si, évidemment, je me suis nourri de cette réflexion-là. Ouais. Les gens, ils disent, c'est près de chez nous qu'on veut... Enfin, un distributeur, il est local. Voilà, c'est ça que je veux dire, voilà. Ouais. Il est local, donc forcément, s'il veut montrer son matériel ou le faire tester... C'est mieux de le faire dans son giron. Mais bien sûr. Et en plus, ils peuvent, parce qu'il faut savoir que les distributeurs, c'est comme dans l'automobile, ils ont des zones sur lesquelles ils peuvent vendre. Et après, une fois sortis du département ou du territoire, c'est plus chez eux. Souvent, il y en a un autre. Voilà, exactement. Donc, c'était ça l'idée aussi, c'était de tourner, mais donc toujours dans des points chauds. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de répartir en France, donc avec toujours Lyon comme maillage central, parce que voilà, ça reste mon ADN et c'est là qu'on a la chance d'avoir un truc sublime d'une année sur l'autre. Mais dans les autres villes, ou
C'est-à-dire, on fait les grandes régions, on essaye de tourner, et on a déjà, tu vois, commencé à réfléchir pour l'année prochaine, où on ira dans le nord où on n'est jamais allé, on retournera dans les Normandies, on refera l'Aquitaine parce qu'il y a un vrai truc à faire, et on fera Lyon. Donc ça nous en fait 4, et on fera une 5e un peu bonus, un peu différente, mais ça je te réserve une primeur l'année prochaine. Quand tu regarderas, j'aurai peint les murs dans une autre couleur, et tu verras, ça fera un changement de fou. Parce que là, tu fais combien de... J'en fais 5. Aujourd'hui. Depuis le début, je fais 5 Là, on est dates. en 2024, en avril. Ouais, Ça va bientôt commencer. exactement. Et 4 villes. Ouais. Alors Ok. cette année, donc on a fait des choix aussi stratégiques. On en fait 5 au total. 3 avant l'été. On a essayé de se mettre le plus loin possible du grand salon national qui a lieu tous les 3 ans, qui reprend cette année, qui s'appelle Intermat. Donc on est un mois plus tard. On commence les 30 et 31 mai à Rennes. On file la semaine qui suit à côté de Mulhouse. On descend à Lyon. Donc on est sur le 13 et 14 juin. Je laisse aux gens le temps de faire un break pour l'été, ils peuvent aller prendre des couleurs. Et on se retrouve en septembre sur Brignoles, le 15. Et la dernière semaine, c'est à Bastia. Alors Bastia, c'est un truc que je t'en raconterai un peu. Mais donc sur l'île de Beauté, où on a été invité par les gens là-bas en disant il y a des gens qui m'ont dit « Louis, fais-nous un petit Intermat chez nous. » Et voilà. Et du coup, l'idée est partie comme ça, et c'était assez génial. Et donc ça va être une belle expérience. Ce sera familial, on fait que sur une journée, on fait un format qui est un petit peu différent parce que c'est une île, donc on sait aussi que le public ne sera peut-être pas le même que sur la métropole, le continent. Mais on se laisse un challenge et du moins une belle porte ouverte sur une aventure qui de toute façon ne peut se faire que là-bas, quoi. Et du coup, après, tu t'aimerais faire... ce serait quoi, vraiment, je sais pas, ton gros kiff? T'aimerais aller peut-être un peu à l'international ou juste rester vraiment... en France, et peut-être faire plus de villes en France. Enfin, je veux dire, c'est quoi vraiment la vision, je sais pas, que tu as à long terme avec le Dick Tour? Alors, l'international, je l'ai appelé le Dick Tour en faisant référence, et je salue d'ailleurs les mecs, je sais pas qui c'était dans l'agence, mais qui ont fait le Grand Tour, tu sais, qui est une émission qui a pris la suite de Top Gear. Ah ok, ouais, si, ouais. Et en fait, quand j'ai trouvé le concept, je me suis dit, même les Américains et les Anglais, ils arrivent à dire le Grand Tour. Donc le Dick Tour, il devrait quand même y arriver, tu vois. Donc j'avais dès le début, je rêve de ça. J'ai eu la chance, j'ai habité en Australie il y a longtemps, et je parle plutôt bien anglais, et du coup je m'étais toujours dit, c'est un concept qui est très américain. Enfin, tu peux le mettre en Australie, aux États-Unis, machin, etc. C'est très duplicable, avec les us et coutumes locales. Et on avait commencé à faire le projet d'aller en Espagne, où on était accueillis. On avait trouvé 2 sites, un à Barcelone et le deuxième vers Madrid, chez Richie Bros, qui nous fait le plaisir notamment de nous accueillir quand on est en région parisienne. Je sais pas si tu connais, c'est un des plus grands sites de vente aux enchères au monde, si c'est pas le plus grand. Okay. C'est gigantesque, ils ont des sites qui sont extraordinaires, hyper faciles d'accès, où tu peux voir le matériel, bref. Et du coup, on a un partenariat, on peut appeler ça comme ça, un truc où on se serre les coudes, et voilà. Et le Dick Tour passe chez eux quand on le peut, quand la place est suffisante, etc. Et en fait, l'année dernière, on a eu une galère sur une zone, une date, avec une météo très très capricieuse qui était très compliquée. Et on s'est dit, en fait, dès qu'on sort un tout petit peu de notre cadre, avec des choses qu'on maîtrise peu, t'as risque d'avoir des gros problèmes. En fait, juste quelques gouttes de pluie, putain, quand ça dérape, quoi. C'est clair. Et quand t'as 200 bagnoles à sortir le soir d'un parking où elles sont toutes tankées, je te garantis que ça chôme pas, quoi. Alors, j'ai des tas de trucs drôles là-dessus. Il y a un mec... Bon, on a les machines sur place, donc... Ouais, mais encore pas toutes, justement. Et un truc marrant, tu vois, dans les histoires drôles, il y a un mec qui était en train de prendre un de nos télescopes, parce que je loue des télescopes sur place. Et puis il y a un mec qui était en train de le tanker, enfin de le foutre vraiment dans la merde et tout. J'ai dit hop, je sais pas qui t'es gentil, tu veux aider, mais là ça marche pas du tout, tu vas juste me le casser, descends s'il te plaît. Putain. Et 10 minutes après, il y a un mec qui était avec un tracteur dans le champ, avec ses chaînes, et en train de sortir les bagnoles. Putain, je vais le voir, le type avec un vieux John Deere, je sais pas d'où il sortait. Je dis putain, mais tu es qui? Mais tu te rappelles pas? Je dis non, t'es qui? C'est moi, tu m'as engueulé il y a un quart d'heure avec le télescope là. Bah du coup, je suis allé prendre le tracteur à un copain là-bas et je te dépanne. Il me dit, je vais pas faire tard, hein. Dans 2 heures, je vais m'occuper de ma femme et de mes filles. Putain, le mec, rien demandé, hein. De son propre chef, il est allé chercher un tracteur pour sortir toutes les bagnoles.
Bah, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais en tout cas, si tu m'entends, merci encore. Ah, c'était génial, vraiment, tu vois. Et ça arrive sur le tour, les gens mettent la main à la pâte, ils sont vraiment sympas. Ouais. Alors, j'en profite parce que c'est le quart d'heure larmes et remerciements, mais il y a des mecs vraiment qui sont des crèmes, des super bosseurs. Bah, c'est ce que j'appelle les gros bras, ils se reconnaîtront tous là derrière. Et c'est des types donc, qui nous donnent un coup de main, ils sont déclarés et tout. Hein, mais ils vivent l'esprit Dictour. Et ils savent regarder partout, ils savent... Ils anticipent les attentes aussi des exposants quand il faut amener des... Tu vois, il faut faire il faut apporter des choses. Bref, enfin, c'est des mecs aussi bienveillants que nous. Ils le font, alors souvent dans l'ombre. C'est pareil, tu prends tous les mecs à la régie quand ils installent les câblages, les machins, etc. Je te laisse imaginer comment ça queen quand il y en a un que la tireuse à bière elle fonctionne pas. Ouais. Autant le café le matin, ils sont capables d'attendre 10 minutes. Quand c'est la tireuse à bière à 3h de l'après-midi, garanti qu'il faut être réactif. Et ben les mecs, moins de 2 minutes après, ils sont là, c'est... Bon, bref, c'est réparé, c'est génial, on sait pourquoi. Et, ouais. Tout le monde est investi. Ouais. C'est vraiment c'est une équipe, c'est vraiment un truc d'équipe et c'est vraiment super chouette. Une belle solidarité. Ouais. Et finalement, le Dictour, il est axé que sur le TP. Alors... Ou est-ce que peut-être que, je sais pas, t'as une autre vision si tu veux, c'est un peu comme le magazine. Le magazine, jadis, s'appelait BTP Actualité. Et j'ai un copain qui dirige une Scope qui m'a dit un jour, Loulou, tu sais que tu l'as appelé BTP, c'est une grande famille, mais on est des cousins et parfois on se parle pas. Et il m'avait expliqué de façon très simple, le B c'est la partie bâtiment et le TP c'est l'autre partie. Et dans le bâtiment, ne serait-ce que tu prends une maison, tu vas avoir le charpentier, un bout de maçonnerie, le carreleur, le plaquiste, l'électricien, etc. C'est tous des mecs qui travaillent les uns plus ou moins les uns avec les autres, souvent en s'engueulant les uns contre les autres parce que t'as toujours le mec qui a foutu la prise pas au bon endroit, mais que tiens derrière, bah attends, le carreleur il peut pas venir parce que c'est pas fini, que le béton il est pas sec et c'est qui l'enculé qui a commencé à mettre tout ça ici, et c'est toujours comme ça, c'est vraiment toujours le métier des bâtiments. Et du coup, les TP, c'est comme c'est une division à part, c'est pas vraiment le même monde, et c'est pour ça que vraiment je me suis orienté sur cette division-là qui est quand même... je sais que si je rassemble des gens, des fabricants de pelles et d'accessoires, de gens qui utilisent, tu vois, cet univers-là, après, je vais aller sur tout ce qui est annexe. Je vais te donner par exemple les huiles, les filtres, etc. Parce que il faut les changer. C'est comme dans une bagnole, ou les vitres quand elles sont pétées. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer autour de ça. C'est quand même, c'est plus facile de satisfaire un public qui est assez soudé autour de 2-3 causes communes, plutôt que effectivement dans le bâtiment où un charpentier s'il voit que des trucs de carreleur, il va me dire j'ai rien à faire là quoi. Et il n'aura pas passé un moment délicieux. Ce que je regretterais, et lui aussi. Ouais, donc tu préfères rester un peu axé TP, on va dire. Ouais. Et tout ce qui il y a un gros potentiel déjà, donc... Ouais, il y a un gros potentiel, voilà. Mais il y a beaucoup à faire, ça c'est clair. Il y a des choses énormes à faire. Ouais. Écoute, déjà, merci pour tout ce que tu nous as dit sur le Dictour. Et puis là, on va passer... Peut-être que tu as quelque chose à rajouter ? Non, mais en fait, après, alors quand je te dis Dictour, Dictour et magazine, finalement, on a... et c'est là que je rends hommage aussi à mes équipes qui savent faire le parallèle. Le magazine, si tu veux, c'est la partie presse, média qu'on a donc en TP aménagement, en print et en digital, sur tous les réseaux sociaux, avec des journalistes, notamment Franck, qui est un fidèle et qui fait un super travail de fond aussi, qui connaît très bien le réseau. J'ai une petite sœur aussi qui bosse là-dedans. Enfin, tu vois, bref, on essaye de développer vraiment... la partie média parce que c'était le cœur du métier et on a développé en fait cette espèce d'ADN de on aime le réseau, les machines, etc. Sur la partie événementiel en mettant du coup en musique et en permettant aux gens de profiter un peu de ce qu'on savait faire sur le magazine. Donc voilà, c'était juste pour donner l'architecture et de dire que tout est finalement lié. C'est vraiment lié, sympa. C'est ça, c'est complètement lié en fait quand on analyse. Hein. T'as un peu le même public dans les deux côtés. Voilà, donc l'idée c'est d'aller séduire les uns, etc. Et puis de leur dire on sait que vous êtes des bons vivants, pas forcément des lecteurs du quotidien. Donc on essaye de vous apporter des choses du coup hyper soit drôles, soit factuelles, soit etc. Donc soit tu les picores les infos au quotidien sur les réseaux sociaux, sur notre site internet ou dans le magazine tous les 2 mois, plus leurs séries machin. Et Dieu sait que pour ceux qui sont un peu techniciens, ça je te montrerai, on fait des trucs assez drôles avec des guides. Alors faut aimer ça, il faut aimer les chiffres. Mais si tu veux vraiment savoir c'est laquelle la meilleure, la réponse elle est quelque part là-dedans.
Donc c'est des infos en fait qui mettent le doigt sur le fait qu'on est carrefour entre informations techniques, mais que après parfois le meilleur moyen de se rendre compte de tout ça, c'est d'être dans la cabine. Et en fait, on essaye de faire le trait d'union entre tout ça, et on est vraiment content parce que c'est le noyau quoi. Tu mets des vrais bonhommes qui sont dans les TP, des vraies machines et zou quoi. Et c'est là que tu te rends compte de la valeur des choses. Les mecs ils vont te dire oh, t'aurais dit ça, je sais pas moi, tu vois. Et ils essayent. Et après, c'est comme ça qu'on crée un échange. On n'est pas d'accord sur tout, hein. Et puis attends, j'ai pas la science infuse. Je suis pas le pelleteur de l'extrême, qu'on soit bien d'accord. Mais pour donner un avis et faire un truc un peu différent, rigolo, ouais, ça j'aime bien. Ok. Merci pour le développement. Et du coup, maintenant, on va rentrer un peu dans les questions un peu générales. Attends qu'elles sont pas gênantes, comme disent les enfants, c'est trop gênant. On va rester un peu dans les questions générales. Parce que là, vu que toi, t'es quand même un acteur clé dans le domaine, et du coup, ça fait que tu parles avec beaucoup de monde, je pense, j'imagine, tous les jours. Ouais, j'adore ça. Ouais. Je parle avec beaucoup, je pense, partout en France, même en Europe. Et du coup, toi, aujourd'hui, comment tu perçois l'état actuel du BTP en France ? Pas si mal. Alors... C'était l'objet de mon édito que j'ai pas publié comme ça, parce qu'en fait, je me suis dit, c'est une véritable lapalissade. Je pense, ça fait 8 ans que je suis dans ce truc-là, et que j'entends début janvier à chaque fois, oh putain, cette année, ça va être dur. Ouh, ça va être dur. On n'a pas trop de visibilité, on a à peine 6 mois. Ok, petite boîte comme grosse boîte, hein. C'est pas trop ce que ça va devenir. Les fabricants, ils disent pareil. Ouh, putain, ça va lever le pied. Les distributeurs, eux, ils achètent pas trop de bacon parce qu'ils savent pas trop à qui ils vont les vendre. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde véhicule ce même discours. Alors effectivement, si tu dis à tes mecs, putain, ça va être dur cette année, hein. Tiens d'ailleurs, tu veux pas acheter une pelle ? Le mec il te dit, attends, tu crois que je vais t'acheter une pelle alors que tu viens de me dire que ça va être compliqué ? Comment je vais la payer ? Donc j'ai dit, déjà, arrêtons un peu de faire une espèce de sinistrose permanente. Ouais, ça va être compliqué. C'est la même chose tous les ans. Et les gens, tous les ans, ils disent, ouais, l'année dernière, finalement, c'était une année record. Et l'année d'avant, c'était comment ? Oh c'était encore mieux l'année d'avant. Et je dis, en fait, en gros, ça veut dire on fait des années exceptionnelles sur exceptionnelles sur exceptionnelles. Alors oui, il y aura forcément un tassement. Oui, tu feras un -10. Bon, c'est pareil. On est tous là, on fait des années après, qu'importe. Ce qui compte, c'est que tu perdures, mais déjà, sans être visionnaire, sois un peu optimiste dans ton business. Et alors après, tu as des indicateurs, oui, l'immobilier chute un peu, tousse un peu. Il y a plein d'autres métiers. Et tu as beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs qui ont vachement élargi le spectre de leur activité, qui étaient juste terrassiers mais qui se mettent à faire du recyclage, etc. Je pense pas qu'ils se mangent en plus tous les uns les autres, au contraire, ils savent tous travailler ensemble, ils sont intelligents, c'est des gens qui savent discuter autour d'une bonne assiette et ils savent le faire, et ils savent mettre en commun en fait des valeurs, des façons de travailler, des chantiers, des options, des possibilités, et ça je trouve que aujourd'hui, alors oui, il y a eu un peu de casse, on va pas se le cacher, de la même manière que tous ceux qui ont pris des PGE, alors on parle d'entrepreneurs, les mecs qui ont pris des PGE, donc le prêt garanti par l'État. Pendant le Covid. Exactement, donc tu avais le choix et le droit d'avoir une espèce de... C'était un matelas, quelque part, qui te permettait de passer la période de coup dur. T'as des mecs, vraiment, ils ont acheté des conneries, quoi. Ils ont acheté des grosses bagnoles, des machins, etc. Mais sauf que l'État, au bout de 2 ans, il te dit, oh, c'était prêté. C'est un prêt garanti par l'État. C'est pas donné. Et les mecs, maintenant, ils n'arrivent pas à rembourser. Mais attends, il y a quand même un truc où on marche sur la tête. Je veux dire, t'es entrepreneur, tu gères ta boutique, c'est bon père de famille. Tu fais attention. Quand tu peux t'offrir des choses, tu le fais. Mais parce que t'as les fonds, parce que t'as moyen, parce que t'as la visibilité. Là, je pense qu'il y a eu... Quelque part, il y a des malfaçons dans le dossier, quoi. Et après, voilà. Ouais, donc toi, tu penses, d'après toutes les discussions que t'as avec les clients ou avec des fabricants, des industriels, tu trouves que la situation, quand même, elle est assez bonne, globalement. Elle n'est pas catastrophique. Elle n'est pas catastrophique. Je pense que, encore une fois, il faut faire attention. Alors souvent, c'est beaucoup de PME. La PME, elle a de la chance, elle peut s'adapter très vite. Elle est réactive. Une PME, c'est malléable, c'est fait pour. Il faut avoir la capacité, effectivement, de croissance. C'est souvent un truc compliqué. Curieusement, plus que de serrer un peu la vis, c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes, les mettre au bon endroit, bien les former.
parce que la pépite qui arrive de nulle part, qui va te créer un nouveau pôle de je sais pas quoi dans ta nouvelle division que tu as rêvé de faire, et tu te dis, bah ça, l'année prochaine, ça va faire 1 million. Ouais, mais sauf que le mec, comment il va faire son million? Il faut lui donner des moyens, des hommes, il faut qu'il aille trouver les chantiers. Souvent, il y a de l'inertie. Ça aussi, alors, quand les gens sont très ancrés dans le local, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un vrai maillage local, et c'est pour ça que le Dictour fonctionne. C'est que, en gros, je te dirais, les Lyonnais parlent au lyonnais, tu sais, comme à l'époque, voilà, les Français parlent au français, mais c'est vraiment un peu l'idée en local, et parfois c'est même pas vrai, parce que t'as les Lorrains qui vont pas en Alsace, les Alsaciens vont pas en Lorraine, tu as les deux Savoie, tu peux avoir le même truc, où ils franchissent pas forcément la frontière. Je sais que, bon, après c'est des clivages, et c'est des idées drôles, mais effectivement, je pense qu'il y a des vrais maillages territoriaux avec des gens qui se connaissent, qui ont les mêmes façons de travailler, et que d'une manière générale, ça fonctionne plutôt bien. En partenariat, ils travaillent en partenariat. Après, tu penses que beaucoup se parlent? Oui. Toujours? Ouais. Ok. Ils se connaissent tous. Non, ils se connaissent tous. Mais est-ce qu'ils se parlent tous? Je leur souhaite. C'est quand même, ça rend la vie beaucoup plus sympa et beaucoup plus simple pour tout le monde. Ouais, bah forcément, c'est clair. Après, je te cache pas qu'effectivement, t'en as un qui arrive, qui veut s'acheter des parts de marché, qui casse les prix pendant 6 mois. Ça les encouragera encore plus à discuter tous ensemble. Et il y a un moment, faut pas déconner. Tout le monde a à peu près les mêmes charges. On sait ce que coûte de faire travailler une machine, etc. Tu peux pas arriver avec des prix qui sont 2 fois inférieurs à ceux des autres. Ça n'existe pas. Il y a un loup. Enfin, voilà, il y a un truc où une entreprise, elle est faite pour se développer, pour gagner de l'argent. Je veux dire, c'est pas... Sans être un Américain, c'est fait pour. C'est le but du jeu. Donc voilà, je pense qu'il faut que tous les acteurs en soient bien conscients, et que quand tu fais une grille de prix, il y a un moment où voilà, faut respecter aussi les salariés. Si tu veux que le travail soit bien fait, il y a un moment où il faut y mettre les moyens. Donc il faut que tu mettes des moyens adaptés. Et si tu arrives avec des vieilles casseroles à chaque fois pour faire les chantiers, ouais, tu seras moins cher, parce que ta bécane elle est amortie depuis 10 ans, mais elle va tomber en rade toutes les 2 minutes. Le mec à midi, il a plus d'huile, il a plus de machin, il faut qu'il en passe autre chose. Il y a plus d'huile, en plus elle est pas bio, elle a pissé sur le terrain. Donc tu vas... Non mais t'as l'idée, tu vois. Donc en gros, il y a un moment où les entrepreneurs investissent, du coup, ils ont du matériel adapté, des hommes qui payent normalement, qui sont bons, qui du coup ont des compétences, et voilà, ça crée une espèce de spirale vertueuse. Et j'espère vraiment, que la plupart arriveront toujours à maintenir ce genre de niveau d'exigence, et je sais que beaucoup le font. Et je les félicite d'ailleurs, parce que franchement c'est louable, hein. Les mecs, quand il y a 50 mecs dans la cour, tous les matins, il faut leur trouver du boulot. Ah, c'est clair. Et comme disait Harry Potter, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est Spider-Man. Spider-Man alors. Ouais, mais je suis pas très fort en Marvel. Peter Parker. Non, ouais, c'est le père. Ouais, c'est l'autre. Ah, bon, mais son oncle. On va me reprendre là. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Et au niveau des enjeux actuels dans les travaux publics, toi, tu verrais quoi comme les gros enjeux qui arrivent pour les prochaines années, qui sont en cours? Moi, je sais qu'il y a quand même des gros enjeux sur le recrutement. Ouais. Je pense. C'est quand même... on en parle souvent, mais c'est une réalité. Puis après, comme on disait tout à l'heure, sur le zéro carbone, etc. Ouais. Je pense qu'il faut que... Et je pense que là, les gens sont pas mauvais. Les gens s'adaptent. Il faut... alors, c'est pas forcément évident, surtout compte tenu de l'impact que tu représentes, un investissement dans un parc de matériel. T'as des charges, c'est costaud. Tous les mois, et je connais des entrepreneurs qui tiennent, mais vraiment avec des tableaux Excel, ils savent exactement ce que leur coûte n'importe quelle machine, quand elle travaille pas, quand elle travaille, combien, quand, comment, le transfert, le machin. Enfin, c'est vraiment, mais c'est aux petits oignons. Il est bourguignon de son état, et il se reconnaîtra s'il s'entend. Mais non, il a un travail là-dessus qui est absolument exceptionnel, au centime d'euro près, sur une très belle boîte. Et du coup, je pense qu'il et lui, comme les autres que je connais, qui tiennent la route, ont trouvé les moyens, en fonction des éléments des chantiers, tu vois, sur des villes. Tu te rends compte qu'il va y avoir beaucoup de déconstruction. C'est des mecs malins qui, 1 an et demi, voire 2 ans avant, quand ils commencent à entendre parler de tout ça, des gros projets qui vont avoir lieu, ils investissent dans une grosse pelle de démolition. C'est con, mais le jour où t'en as besoin, c'est pas du lendemain, tu peux pas aller frapper à la porte du constructeur en disant il me faudra une pelle de 40 tonnes avec un bras de 30 mètres. Écoute, oui, pas de problème, dans 2 ans. Celui qui avait un peu anticipé,
il avait fait part de son besoin et de son cahier des charges, parce qu'il avait déjà une vague idée. Les mecs sont pas bêtes non plus, ils savent comment ça va fonctionner, qu'il y aura un démolisseur, un mec qui va faire le recyclage, etc. Et si, en général, ils ont un peu l'aura et la connaissance technique pour faire ce genre de choses, bah, il semble pas anormal qu'ils soient contactés en amont pour leur dire, voilà, il va y avoir tel et tel projet, t'en penses quoi, comment... Voilà. Après, c'est des appels d'offres et des marchés publics, hein. On va pas dire que c'est signé avant. Mais quelque part, quand on va te demander d'avoir des moyens techniques à mettre en face, bah, si t'as pas un tout petit peu anticipé, bah, t'es aux fraises. Ah, mais tu vois, dans ce que tu disais, dans les enjeux, je sais pas, nous, on est au cœur de la meule dans le recrutement. On sait que franchement, c'est dur, que c'est compliqué actuellement. Je sais pas si toi, avec les entrepreneurs avec qui tu discutes régulièrement, je sais pas ce qu'ils te disent par rapport à ça, Si. ou si t'as des discussions. Donc moi, je pense que c'est quand même un gros sujet. Alors, aujourd'hui. Hein. Ouais, et je pense que là aussi, c'est l'adaptation qui fera... Alors, c'est mon humble avis, c'est dans ce que j'en entends et de ce que j'en vois. Je pense qu'il y a un vrai truc à faire avec le statut auto-entrepreneur et choses comme ça. Avec des gens, en fait, qui seront peut-être plus des salariés, un peu façon à l'américaine, tu sais, où, en gros, ben, t'es un peu maître de ton business. Par contre, si tu te lèves pas le matin, ben, tu gagneras pas d'argent. Et voilà. Donc, t'as moins la protection du salariat pur. En revanche, je pense qu'il y en a pas mal qui commencent à le faire. Alors, attention à ce modèle-là quand même, parce que t'as pas mal de jeunes qui rêvent de posséder leur propre pelle, etc., qui se font faire des devis, qui sont salariés, et qui se disent demain, je serai plus le salarié de mon patron, mais c'est moi le boss, et j'aurai la plus grosse pelle, avec le plus gros accessoire, et le plus gros tilt rotateur, et des roues plus grosses, et en plus, je mettrai des LED sur ma cabine, et les mecs qui se mettent des crédits sur la gueule, mais qui sont colossaux, parce que c'est beaucoup quand t'es entrepreneur, en disant, ouais, je vais travailler un peu pour lui, un peu pour lui, un peu pour lui, sauf que toi, t'as juste pris un espèce de chiffre global à la journée, sauf que tu t'es pas rendu compte quand même qu'il faudrait un mec pour faire les transferts, que ça va coûter ça en plus, que si c'est ton propre camion, bah, qu'il faut l'acheter en plus. Enfin bref, il y a plein de choses où il faut faire attention. Mais je pense effectivement que, alors l'intérimaire, encore faut-il que les mecs soient formés, et bien formés, il y a des choses à faire pour pouvoir faire des zones tampons. Il faut pas se leurrer, un intérimaire, un bon opérateur, quand il est vraiment bon, en général, les mecs, ils se l'arrachent un peu. Ouais, il l'embauche. C'est toujours pareil. Il en rêve. Alors parfois, c'est aussi ça le luxe, c'est que le jeune ou moins jeune d'ailleurs, hein, qui est bon, il dit non, moi je veux pas de salariat, je veux bien travailler, je travaillerai pour toi du lundi au vendredi, les horaires que tu me donneras, à tel taux horaire, etc. On est d'accord, mais si le mec il a un boulot phénoménal, j'ai envie de te dire, n'importe quel patron dira, c'est ok, bon. Et peut-être que c'est ça aussi qu'il faut qu'on réfléchisse, tu sais, en France, à toujours vouloir faire un truc très, très pro format, très machin. Ouvrons peut-être un peu les chakras et trouvons des business models si c'est ça qui fait rêver. Et puis en plus, le jeune, quand il travaille comme ça, il prend pas forcément de gros risques financiers non plus. Par contre, voilà, il peut travailler différemment. Ouais, puis... donc toi, tu regardes au niveau du recrutement, peut-être que aussi proposer d'autres modèles. Ouais. C'est ça. Bah, si le modèle actuel donne pas satisfaction ni aux uns ni aux autres, il y a peut-être, je veux dire, à un moment, les gens sont pas tous cons. C'est qu'il y a un truc qui va pas dans le modèle. Alors justement, je pense que tu as des spécialistes, tu as des gamins. J'en connais un d'ailleurs qui rêvait d'être opérateur. Et il a un papa adorable qui a un très très bel hôtel-restaurant gastronomique, etc. Un hôtel magnifique. Et il disait, ouais, mais mon fils, tu peux faire autre chose. Mais l'enfant voulait faire opérateur. Aujourd'hui, c'est le plus heureux des gamins. Il crapahute dans les montagnes, il est toujours dans une pelle, dans un bulle, dans une chargeuse, il adore ça, il est hyper bon, il est gentil comme tout, et il est extrêmement doué. Extrêmement doué. Mais voilà, il s'invente au fur et à mesure, je pense qu'à terme, ce gamin, il se montera tout seul, et puis il finira peut-être par monter sa propre boîte. Mais en attendant, voilà, il est bien là où il est bien payé pour ce qu'il fait, et puis il adore ce qu'il fait, et il fait ce qu'il veut. C'est génial. Et puis, que je te jure, quand tu vois le gamin, la banane qu'il a quand il se lève le matin, puis il se lève tôt, hein, ben, ça fait vraiment rêver. Et je rêve que mes enfants à moi puissent faire la même chose. Qu'ils aient envie avec la même passion, tu veux. Ouais, après, s'ils veulent travailler dans la fringue, s'ils veulent vendre des avions, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent faire de la peinture sur mur, m'en fous. Je veux juste qu'ils aient envie, et voilà, qu'ils réfléchissent au truc, et qu'ils se disent le matin, waouh, une nouvelle journée commence. C'est beau, c'est pour finir. Mais c'est avec la passion que je me lève tous les matins aussi, donc... Bah ouais.
Et au sujet de la digitalisation, tu vois, dans tous ces sujets-là, tu vois, on entend toujours que notre industrie du bâtiment, elle est quand même en retard par rapport à ça. Et toi, qu'est-ce que tu dirais là-dessus par rapport... Ouais, je vais faire contre-coup. Je pense que c'est moins vrai dans la mesure où Enfin, ça évolue quand même, hein. ça évolue beaucoup. Enfin, je trouve, Alors, moi, que vraiment, dans le secteur des engins, Ouais. si on prend vraiment le secteur des engins, des fabricants, là, il y a eu des avancées vraiment de dingue. Des avancées, elles sont ouf. Ouais. Et après, par contre, dans les entreprises, en interne, je trouve que c'est un peu moins. Moi, je dirais. Alors, je pense que tu as deux choses. Les industriels, les fabricants, les constructeurs, etc., eux, ils ont vite compris que les canaux digitaux, donc on va se les faire, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., c'était un super vecteur de communication. Ça permettait de véhiculer un message vite, efficace, rapide. Et tu as des gens qui sont vraiment bien engouffrés dans la brèche, et c'est super bien. T'as l'Instagrammeur ou l'Instagrammeuse, plutôt vitrine, qui peut donner ou pas un sens aux choses, mais c'est plutôt juste... c'est c'est ce que je dirais, une belle vitrine. Encore qu'il y en a qui sont des opérateurs et qui peuvent aussi avoir ce côté un peu j'ai essayé pour vous, etc. J'ai aimé, j'ai moins aimé. Mais bon, bref, après, c'est des modèles aussi. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'opérateurs, d'opératrices, qui commencent eux aussi à prendre pour eux tous ces outils digitaux et partager leur passion. Et en fait, ils le vivent pas comme c'est pas comme un métier pour eux. C'est juste pendant qu'ils sont en train de bosser, ils vont t'expliquer comment ils font, ce qu'ils font, comme ça, voilà, ça grimpe, ça tourne, bref. C'est assez communicatif. Et je trouve qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, on va pas se le cacher, tu peux faire des vidéos de très très bonne qualité sans avoir des grosses connaissances techniques. Et puis tu vois les gamins aujourd'hui, comme ils apprennent vite, mais c'est des machines, quoi. Mais carrément. Putain, ils te pondent une vidéo de 2 minutes. Quand toi tu transpires un peu, moi j'avoue que j'ai de la chance, je suis très bien entouré et c'est pas moi qui l'ai fait, mais je vois le temps qu'on y passe et c'est très 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 long. Et voilà, après je pense que c'est pareil, est-ce qu'on a le même niveau d'exigence? On filme pas comme Hitchcock, tu vois ce que je veux dire? C'est pas des plans réfléchis, il n'y a pas 17 personnes, il n'y a pas la lumière ceci, il n'y a pas la lumière cela. On a appris à faire avec une bite, un couteau et un tournevis. Et ça marche bien. C'est une autre manière de communiquer. Je pense que c'est assez viral, ça fonctionne bien. Enfin, faut pas se leurrer, quoi. Les mecs, c'est la course à l'abonné, même s'il y en a qui les achètent, en fait, on s'en fout. Mais le but du jeu, effectivement, c'est de partager le contenu. Et moi, je trouve qu'effectivement, la vitrine qu'apporte le digital est géniale. Encore une fois, personnellement, alors je vends pas ma soupe plus que ça, mais avec du print à côté, moi, personnellement, j'ai la chance de me rendre compte que quand je vais dans les entreprises, etc., je trouve le magazine qui traîne. Ouais, il traîne, très bien. Mais il y a déjà 10 mecs qui l'ont feuilleté, qui ont vu ça, qui ont critiqué ça, mais au moins il a été vu. Et je trouve que tout se mélange, tout se mixe. Tu vois, c'est un peu comme voilà, le papier, le digital, l'événementiel. Dans le même truc, tu mets de la pelleteuse, de l'huile, des chenilles, des roues, machin, etc. Tu secoues le chapeau, tu vois ce qui sort. Mais il y a quelque chose à travailler autour de ça. Et c'est ce qui est super cool, c'est de satisfaire cette même communauté. Parce qu'en fait, c'est le même mec qui va soit lire, soit prendre le contenu sur les réseaux, soit venir sur le tour. D'accord. Et aussi, je sais pas si par exemple avec tes clients vous en discutez, mais aujourd'hui on a un gros sujet, enfin surtout depuis, je sais pas, ça doit faire 1 an, peut-être un peu plus d'1 an, sur l'intelligence artificielle. Tu vois, on va dire que c'est quand même le sujet, c'est un peu à la mode, mais c'est une réalité. Donc je me dis aussi peut-être que certains fabricants ou autres, peut-être qu'ils prennent ce sujet aussi très au sérieux. Tu vois, parce que franchement, on regarde, enfin tu es quand même au courant entre les prototypes qu'il y a eu de pelle autonome, tout ça, tu vois, moi, on a souvent posté des choses là-dessus, avec Infactus sur Facebook, et bien sûr, les commentaires qui reviennent, ils vont tuer le métier, machin, tout, si on commence à faire des pelles autonomes. Mais moi, en vrai, j'ai pas trop cet avis-là, parce que c'est vrai que travailler dans une carrière, faut dire les choses comme elles sont, c'est souvent monotone. Parce qu'au début, tu t'amuses bien, t'es avec une grosse machine, t'as un gros dumper, machin, etc. Et
Enfin, non, mais tu vois, Mais non, mais je suis d'accord. tu vois, au bout de 3 début, semaines, au début, c'est Ah. marrant. Ouais. Et après, avec le temps, Mm. quand tu fais toujours les mêmes allers-retours, Mm. des fois, est-ce que ça n'a pas du sens? Ah bah, même ta carrière de 60 hectares, elle est plus grande. Hein. Ah non, je suis d'accord. Voilà. Tu vois toute la... Ouais, c'est ça. Est-ce que des fois, ça n'a pas du sens d'avoir un dumper qui soit autonome, en fait? Alors, je pense que si. Alors, l'intelligence artificielle, de ce que j'en vois aujourd'hui dans le métier, c'est quand même pas le cheval de bataille du quotidien. Je te dis, je pense qu'il y a plus d'enjeux sur la décarbonation, machin, le tout électrique, bon, bref, tout ce qu'on disait au début. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est essayer de faire travailler quelqu'un qui est pas quelqu'un, quoi. J'ai jamais vu quelqu'un qui est pas quelqu'un derrière les manettes savoir charger un tombereau. Donc, à mon sens, aujourd'hui, pour tout, il y a une grosse frange du métier où tu peux pas le faire sans être un vrai bonhomme avec 2 vrais bras et 2 vraies jambes, quoi. Ah, bah oui, bien sûr. Voilà. Ça, Donc après qu'il y ait des outils qui permettent peut-être, j'en sais rien, de créer des contenus, des choses comme ça, sans doute l'intelligence artificielle elle peut le faire, mais c'est pas elle qui te fera un devis, c'est pas elle qui va aller chercher tes clients, c'est pas elle qui te fera tes relances de factures, et c'est pas elle qui fera en sorte que le travail soit mieux fait. Ah, mais ce sera une aide. Donc, ouais, bah à ce moment-là, l'aide, tu sais, je vais te dire, il y a plein de super technologies qui sortent au fur et à mesure. La 2D, la 3D, les aides à la conduite sur une pelle, les GPS, enfin, tu peux rentrer des plans dans une bécane et avoir aujourd'hui, en gros, quand tu tires les manettes, tu ne fais pas, tu fais un mouvement quasiment à la perfection sans même vraiment savoir faire. Ça tue pas l'opérateur. Tu gagnes juste du temps et tu es sûr que tu arrives à la code donnée du chef de chantier ou du conducteur de travaux. Ouais, ok, ça existe, faut le prendre. Quand tu passes un coup de bulle et que la lame, elle se nivelle toute seule juste pour arriver à la cote, sincèrement, parce qu'une fois que je sais pas si tu as déjà essayé, mais essaye le bulldozer. Au début, même en essayant de faire très très attention, tu fais vraiment, et malgré la taille de la lame, des trous, des bosses et ça fait des vagues. Hein. Ouais. Et moi, quand je m'entraînais, j'ai un pote qui disait toujours putain, Loulou, il y en a pour plus loin à refaire ce que tu viens de faire, tu vois. Bon, bref. et voilà, donc bon, il est sympa, merci Rémi, mais il en a remis des trous derrière moi. Mais au moins, j'aurais essayé. Bon, après, du coup, je fais très peu de tests personnellement parce que je pense que mon avis serait pas vraiment flagrant et, et je laisse l'aide de police do his job. Non, mais voilà, il y a des mecs qui sont très très bons pour faire plein de choses et encore bravo à eux. Et puis voilà, c'est l'expérience. Donc l'expérience et je pense que tu parles d'intelligence artificielle avec ces gens-là. Te diront peut-être, ouais, il y aura des aides, effectivement, des assistances comme la bagnole, le régulateur adaptatif. C'est une révolution, ce machin, c'est génial, on devrait pas rouler autrement. C'est incroyable. Bon, tu te cales à 130, un camion, elle descend à 90, tu mets ton clignotant, la voiture, elle sait que tu vas pouvoir reprendre derrière. Enfin, je veux dire, ça, c'est génial. Et ça n'empêche pas qu'il y a toujours un mec derrière le volant. C'est clair, oui, Voilà. bah, complètement. Ok, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'entretien. On a bien débriefé. Écoute, Bravo pour les questions en tout cas, parce que tu vois, même sans les relire, c'était très pertinent. Alors, je te remercie d'avoir pris le temps, je pense en amont, de découvrir le métier de ce que je faisais pour pouvoir en parler. C'est quand même beaucoup plus facile. Et puis, tu as pris le problème, je pense, par le bon côté. Effectivement, il y a une façon logique dans l'évolution qu'on a faite, dans ce qu'on a construit, avec un seul truc au début, c'est l'amour de ce métier, de ces bonhommes. Parce que ça, je sais pas si j'ai vraiment mis le doigt dessus, mais on aime les machines. Mais les mecs qui sont derrière les machines, ils sont vraiment des mecs extraordinaires. Ils sont drôles. Ils ont beaucoup de second degré. Alors, c'est ce qui permet aussi, et là, je m'en excuse de temps en temps si je suis un peu potache ou un peu brut de décoffrage, mais c'est aussi un langage et une façon de faire et de dire qui est jamais à mal penser. Évidemment, le but du jeu, c'est voilà, on se tape tout dans le dos, on se connaît tous, on n'est pas forcément d'accord sur tout, puis c'est bien d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait la pluralité du métier. Il y a des gens qui travaillent différemment, et tu travailles différemment en plus quand tu es dans la vallée que quand tu es dans la montagne. Je veux dire, on va pas se le cacher, une pelle araignée, c'est pas fait pour travailler dans la vallée, en revanche, en montagne, tu peux y aller avec, j'en sais rien, enfin bref, il y a des outils qui sont faits pour. Et c'est un peu ça donc l'idée. Et du coup, voilà, je pense que le maillage, cette communauté, mais ce que tu as développé aussi sur Infectus, avec des gens qui se connaissent, qui connaissent leur métier respectif, c'est ça qui est hyper intéressant, ça donne une vraie richesse à notre contenu, à ton contenu, du coup par la force des choses, parce qu'on est tous liés de près ou de loin. Et puis, et le fait que tu aies senti ça, tu avais l'ADN des choses, et je souhaite que tu viennes le vivre en plus
sur le tour. Sur le Dictour. Ouais, avec grand plaisir. D'ailleurs, voilà, si tu avais des choses à rajouter, est-ce que j'ai pas grand chose à rajouter. Des messages venez à faire passer quand vous voulez. Venez quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus. L'entrée est gratuite. Je vous offre le déjeuner. Mais, inscrivez-vous en amont. C'est quand même hyper facile. Même mes enfants peuvent le faire à partir de 8 ans. Tu t'inscris sur ledictour.tv. Il y a même des tas d'endroits où tu peux scanner, un QR code. On a vraiment fait les choses pour faciliter le boulot. On est tous un peu flemmards, mais ça, il faut vraiment le faire, parce que ça me permet de compter les côtes de bœuf et les morceaux de viande que je vais devoir acheter pour faire quelque chose de bon et de copieux. Donc voilà, il y aura du rosé sur les stands, il y a des bières, il y aura du coca, de l'eau, voilà, et des machines, sur lesquelles vous pouvez monter, parce que c'est un peu le principe de ça. Pas besoin de cassesse, vous n'êtes pas évitez de venir en tongs parce que ça fait des ordres. Après, effectivement, un minimum, et on travaille en toute sécurité, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à les regarder donc sur le site ledictour.tv. On l'a quand même travaillé pour que toutes les infos soient extrêmement accessibles. Donc encore une fois, entrée gratuite, déjeuner offert, mais inscription obligatoire. C'est vraiment beaucoup plus facile pour anticiper avec les traiteurs qui du coup, eux, nous remercient derrière. Ça va quand même beaucoup mieux pour eux. Voilà, donc cette année, ce sera encore copieux, ce sera radieux, ce sera sous le signe de la bonne humeur, parce que 2024, c'est comme ça. Comme les autres années, mais on essaye d'améliorer encore tout ce qu'on a pu améliorer. Les sites qu'on a choisis et les régions dans lesquelles on va sont volontairement éloignés du grand salon national, justement pour que vous puissiez profiter vous aussi d'un vrai impact local. Venez nombreux, venez heureux, et on vous attend avec grand plaisir. Et ceux qu'on peut vous suivre, vous êtes sur les réseaux un peu avec le Dictour? Ah bon, on y travaille, alors tu peux faire du Facebook, de l'Instagram, du LinkedIn, tu aimes, tu likes, tu t'abonnes, enfin tu sais, le pouce bleu, voilà, si tu as aimé, pouce en l'air, pouce bleu, ouais, et abonne-toi pour plus de contenu, je vais rien t'apprendre. Mais voilà, on essaye d'être réactif là-dessus. On met beaucoup de vidéos parce que c'est un format qui fonctionne bien et qui montre vraiment ce à quoi ressemble le tour. Et puis voilà, et puis quand tu verras la banane qu'ont les gens quand ils sont dans les allées ou sur les machines, c'est vraiment, voilà, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir moi quand je regarde. Bon, je vais pas dire que j'ai la larme à l'œil, mais parce que je les ai beaucoup vus, mais les premières fois ça m'a vraiment fait. Ouais, c'est juste génial, ouais. C'est super cool, vraiment. On souhaite que le Dictour se développe encore plus. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter à toi et à l'équipe. Et puis n'hésitez pas de les suivre sur les réseaux sociaux. Allez les rejoindre. N'hésitez pas de nous suivre aussi. Donnez-nous des pouces bleus. Exact, voilà. Donnez-nous un peu de force. Et puis... Tiens, je vais faire un truc. Pour tous ceux qui viennent de la part d'Infactus, vous avez une casquette offerte. Les casquettes, je vais les vendre sur le site à 25 €. Donc si vous la voulez offerte, vous dites que vous venez de la part d'Infactus. Je peux pas dire mieux. À vous de jouer, les mecs. Écoute, super sympa. Et puis de toute façon, on se voit sur le Dictour. Avec grand plaisir, où tu veux. À bientôt. Et à l'année prochaine en plus, hein. Ouais, pour d'autres nouveautés. Ciao. Merci Will.